Bien, bonjour à tous. Dernière conférence de ce cycle 2021. Nous allons avoir le plaisir d'accueillir un personnage un peu original pour cette dernière conférence, puisqu'il s'agit, vous l'avez vu en titre, de Michel Legorju, journaliste à la retraite, on peut le dire, Michel ? Bonjour à tous. Oui, à la retraite depuis peu, mais à la retraite. Et spécialisé dans le sport, avec une carrière très très prolifère et très très riche. Donc, naturellement, comme dans l'idée de toutes les conférences ici que l'on a fait depuis le début janvier, Michel va vous expliquer son parcours, sa relation au sport, et bien sûr, ce qui était intéressant, alors, on va être un peu moins en relation avec l'entraînement sportif en particulier, mais ce qui va être très intéressant dans la démarche, c'est de voir comment Michel a évolué dans sa carrière et, une fois de plus, voir comment il a osé pour aller de l'avant et construire des projets. Donc ça, c'est la première chose. Donc, bonjour Michel. Bonjour à tous, bonjour Frédéric. Voilà, merci à toi d'être parmi nous. Deuxième chose, très rapidement, comme d'habitude, les étudiants qui sont chargés de retranscrire la conférence de Michel doivent me signaler qu'ils sont bien présents via le chat, s'il vous plaît. Quant aux autres, naturellement, vous émargez sur eCampus, comme d'habitude, vous connaissez le protocole maintenant. Donc on va commencer, il est 10h40. Michel, je te donne la parole pour commencer sur ton parcours et ta formation. Rebonjour à tous, très heureux d'être avec là et de répondre à cette invitation. Je pense qu'on va passer un bon moment, c'est toujours agréable de parler de sport quand on est passionné. Le parcours, je vais être assez rapide. J'ai été journaliste professionnel encarté, comme on dit aujourd'hui, c'est-à-dire avec une carte de presse de 1983 à 2021. J'ai encore ma carte de presse, ça fait donc pratiquement 40 ans. J'ai une formation générale, j'ai un bac A4, alors que vous ne savez pas ce que c'est qu'un bac A4, enfin je pense que vous l'ignorez, c'est aujourd'hui le bac L, un bac littéraire que j'ai passé, c'est une particularité, en candidat libre. Alors figure-toi qu'aujourd'hui en plus le bac L n'existe plus, puisqu'on a des spécialités au baccalauréat, mais par contre les étudiants connaissent, puisque dans leur génération, ils ont passé le bac L ou S ou différentes spécialités. Alors ça remonte un petit peu, je l'ai passé à Paris en candidat libre, où j'étais étudiant tout seul, dans une chambre de bonne, entre 1977 et 1980, avec ce bac. Alors, juste une petite question, tu es originaire de la région ? Alors je suis originaire et de Caen et de Paris, les deux en même temps. Mais donc c'est la raison pour laquelle tu as fait tes études, ton bac non. Voilà, on avait dit qu'on interviendrait comme ça, donc C'est un petit peu dans le domaine du privé, mais on va dire que c'est... Non, mais sans être rentrer dans le domaine du privé. Sans rentrer dans le détail, on peut dire que j'ai eu un parcours lycéen légèrement agité. D'accord. Et à un moment donné, tout simplement, mes parents habitaient dans l'agglomération Canal. Je suis parti à Paris tout seul et la chance que j'ai eue, c'est qu'ils m'ont laissé partir tout seul. D'accord. Et moi, j'avais fait une promesse, c'est de passer mon bac en candidat libre, ce que j'ai fait et obtenu. Et ensuite, j'ai intégré une école qui s'appelle l'EFAP, qui est rue Pierre-Charon. C'est à 30 mètres d'Europe numéro 1. Et à l'époque, 100 mètres de RTL. Alors, l'EFAP, on voit sur École française des attachés de presse. Voilà. En fait, c'est une école qui formait et qui forme encore beaucoup autour de l'événementiel, des relations publiques, des relations presse, mais c'est pas à proprement parler une école de journalisme telle qu'il en existe aujourd'hui. Alors, dans ces années-là de jeunesse, tu t'intéressais déjà au sport ? Je m'intéressais au sport et j'étais moi-même sportif. Ah, alors ça nous intéresse, bien sûr. J'étais moi-même sportif. On va la faire là aussi assez courte. Je suis allé à l'école de football de l'US Normande. Alors là, c'est pareil. C'est historique, ça. C'est historique pour les gens de l'agglomération caennaise. C'était l'école de foot, notamment des habitants de ce qu'on appelle le plateau de l'ex-SMN, la Société métallurgique de Normandie, où il y avait 6000 ouvriers, des familles, etc. Il y avait du foot, il y avait du basket. Donc à Mondeville, Mondeville et Colombelle. Vous savez, le grand plateau là qui est sur la route de Cabourg. Et c'est amusant. Alors si je suis trop bavard, tu me le dis, Frédéric. Non, mais vas-y. C'est amusant. Je suis le gardien du temps, on a dit ça. C'est que l'école de foot de l'US Normande, c'était un peu l'école de foot des prolos, des ouvriers.
Et le Stade Malherbe de Caen, qui existait déjà, mais qui n'était pas encore professionnel, c'était le club des richards et des bourgeois. Et quand je suis arrivé, on disait pas moins de 13, moins de 15, etc. À l'époque, on disait minime cadet, oui, tout à etc. fait. Lorsque je suis passé... J'ai connu cette époque-là aussi. Lorsque je suis passé cadet, je suis passé à l'ennemi. Je suis passé au Stade Malherbe de Caen. D'accord. Où j'ai joué, on dirait aujourd'hui, cadets nationaux, enfin U16 ou 18 nationaux. Bon. Et tu jouais à quel poste? J'étais un petit roquet. Je jouais soit arrière latéral, soit milieu défensif. Donc, une culture sportive footballistique, on va dire. Très. Et puis, les années 77-80, c'est quand même l'épopée des Verts, c'est la montée en puissance du football en France sur le plan international. Bah, c'est Stéphane Kovac d'abord, Michel Hidalgo ensuite. Qui sont des Normands. Hein. Michel Hidalgo, c'était un enfant de Mondeville. Tout à fait. Et donc, oui, une référence pour nous. Et, tu me rappelles toute ma jeunesse. Là. Et il faut dire que petit à petit, à Paris, étudiant, j'ai commencé à, entre guillemets, monter un petit peu en tour dans les études, ce qui n'était pas forcément mon point fort au départ, et à baisser un petit peu dans le sport. D'accord. Néanmoins, on a parlé du football, mais tu disais qu'il y avait aussi d'autres activités sportives que tu pratiquais? Oui, je pratiquais le tennis assez régulièrement. Je pratiquais le ski nautique. J'adorais le ski nautique. C'était l'époque de Martin, ça, non? Est-ce que c'était déjà Patrice Martin? Je crois, oui. Peut-être. Oui, tout à fait. Parce que j'avais la chance d'avoir des amis qui avaient un bateau. On faisait du ski nautique sur le canal, entre Ouistreham, pas très loin de Ouistreham, et entre Ouistreham et Bénouville. Et puis j'en faisais en vacances, voilà. Et puis c'est déjà pas mal, quoi. Et du tennis de table. Ah, bien. J'ai eu ce diplôme, mais... Donc de l'EFAP? De l'EFAP. J'ai effectué mon premier stage au journal L'Équipe, c'était pour la course du Rhum, la première route du Rhum, la toute première, celle où Alain Colas, à bord de Manureva, a disparu. Ah, donc la route du Rhum, épreuve mythique. Saint-Malo-Pointe-à-Pitre. En bateau, en voilier, en partant de Saint-Malo. En solitaire. Et donc il y a une chanson célèbre pour les étudiants, peut-être Manureva, d'Alain Chamfort. C'est ça. Bon, c'est un peu vieux, mais néanmoins, c'est vrai que je suis pas tout jeune non plus. Non, mais c'est pas ça c'est pas ça du tout que je voulais dire. Et le diplôme aidant, les premiers stages, etc. Je n'ai pas trouvé immédiatement de travail dans le journalisme. J'ai bricolé un petit peu, et c'est pour ça que j'ai enseigné pendant 2 ans et demi. C'est là où vous allez voir, les étudiants, que le parcours de Michel commence à devenir très intéressant pour vous, parce que pas d'opportunité dans le journalisme. Non. Donc, Michel va trouver d'autres opportunités dans d'autres secteurs. Oui, parce qu'on ne l'a pas indiqué, mais j'ai fait un double diplôme. À l'époque, on appelait ça un DUG. C'était un bac plus 2. J'ai suivi... Ça existe toujours, le DUG, faut le savoir. Ça existe. Oui. Les étudiants ont déjà leur DUG puisqu'ils sont en licence 3. Là. Et j'ai fait ça à Jussieu, à Paris, en même temps que les FAP, en lettres. Donc un double cursus quand même, ça c'est important. Oui. Vous voyez les étudiants, quand on vous dit depuis le début de ces conférences, non seulement les études STAPS sont importantes pour vous, mais il faut cultiver autre chose à côté. Parce que si vous ne trouvez pas de travail dans votre domaine, eh bien, ça peut peut-être vous permettre au moins de subvenir à vos besoins. Ça ne marche pas forcément du premier coup, ça ne marche pas forcément tout de suite. Mais donc, toujours prévoir une porte de sortie. Une porte de sortie. Donc, j'ai enseigné 2 ans et demi dans un centre horticole, c'est-à-dire avec des élèves qui apprenaient la floriculture, le jardinage, l'horticulture. Enfin, c'était vraiment un métier totalement différent et pour lequel, j'avoue, je n'étais pas forcément donc, un enseignant dans un milieu professionnel, on va dire, pour des métiers professionnels. Tout à fait. Et pendant que j'effectuais ce premier travail, en 1981, François Mitterrand est élu à la présidence de la République et dans ses 100 propositions, il y en a une qui consiste à libérer la bande FM, ce qu'on appelle la bande FM. Alors, explique-nous ce que c'est. C'est assez simple. À cette époque-là, il y avait 4 radios. Il y avait France Inter, il y avait Europe numéro 1, RTL et RMC, et c'est tout. Donc, Radio Monte-Carlo, pour ceux qui ne connaissent pas. Il y avait 4 radios en France. 4. Et c'était des radios nationales. Et c'était des radios nationales, dont une de service public, France Inter. Et donc, il libère la bande FM le 9 novembre 81, très précisément. Il y a une loi qui dit vous pouvez y aller, émettre, construire des radios, des programmes, des émissions, etc. etc. Alors, il faut savoir que toi, tu es dans la région, Saint-Gabriel-de-Brécy. Oui, c'est à côté de Creully, c'est à une quinzaine de kilomètres de Caen.
D'accord, donc tu es revenu. Et j'habite au Calvaire-Saint-Pierre, pas très loin d'ici. Et j'entends une de ces radios qui s'appelle Caen FM. Et je vais très simplement, alors que je suis au centre horticole, faire toc toc toc. Ils étaient dans un garage. J'ai frappé à la porte du garage, rue de Cully. Je m'en souviens très très bien. Donc une radio, comme tu l'as précisé sur ta slide, une radio au pied de ta porte. Complètement. C'était à côté de chez moi, donc c'était pas très compliqué. Il fallait juste avoir le courage de se dire, le courage et l'envie. J'y vais, je fonce, je tape et on verra bien ce que j'ai fait. Sachant que les radios étaient en train de pulluler, c'est-à-dire qu'il y en avait partout. Il y en avait partout, rien que sur Caen, en l'espace de 2-3 mois, il y avait une quinzaine de radios, quoi. D'accord. Mais celle-là est devenue très très vite donc, très écoutée. Donc un créneau porteur par rapport au métier auquel tu t'es formé, mais pour lequel tu n'avais pas encore pu travailler. Là, il y avait forcément une idée derrière la tête. Voilà. Alors, vous voyez, déjà, pour commencer, là, très important, toc, tu as osé. Oui. Tu as osé rencontrer et être porteur de projet. Je suis allé taper à la porte. J'ai dit, voilà. Au pied de ta porte, tu es allé. Votre radio, c'est bien sympa. Votre musique, c'est bien sympa. Vous avez du rock, du country, du disco, du je sais pas quoi, de la variété française. Il y avait un peu de culture. Il y avait une émission culturelle. Je dis, mais il n'y a pas de journaux d'information. Il n'y a pas d'actualité. Et donc, j'ai proposé mes services. Et quelques jours plus tard, parce que ça allait très vite, en tant que bénévole, évidemment, en poursuivant mes activités au centre horticole d'enseignant, chaque matin, je me levais à 5h, 5h30 et à 6h, j'étais à la radio avant d'aller à l'école. Alors, là, je t'arrête encore, excuse-moi, mais là, je rebondis parce que... L'avenir est à ceux qui se lèvent. Et voilà. Ce que tu dis là, c'est drôlement important, c'est que tu t'es lancé dans une activité volontaire, de volontariat, basée sur du bénévolat, parce que passionné, j'imagine, hein, et puis envie de développer des choses. Oui. Ça fait penser à d'innombrables intervenants qui ont dit que, notamment, je pense à Franck Doudet, un préparateur physique actuellement des arbitres de L1, L2 en football, pardon, excusez-moi, qui lui a commencé l'entraînement sportif en tapant à la porte du FC Rouen, en disant voilà, je viens, j'ai envie d'entraîner. Qu'est-ce que vous pouvez me proposer? Et là, il est tombé sur un grand entraîneur qui est passé d'ailleurs au centre de formation de Marseille actuellement, que tu dois connaître, j'imagine. Nasser Larguet. Ouais, ça doit être, je crois que c'est lui, voilà. Vous voulez une anecdote? Alors. Il est à Caen en ce moment. Allez, alors allons-y. Non, juste pour préciser, il est à Caen depuis lundi, il repart demain. D'accord, ok. J'ai rien dit. Voilà. Et donc, donc les étudiants, voilà, une information confidentielle. Et donc, Franck a commencé sa carrière par du bénévolat. Voilà. Donc, ça vient jamais tout seul. Enfin, à part ceux qui ont beaucoup de chance, beaucoup d'argent ou beaucoup de un carnet d'adresses bien fourni, mais ça peut arriver aussi, puis tant mieux. Non, il faut y aller, quoi. Et donc, au bout de quelques jours, j'ai présenté des journaux quotidiens, tout ça bénévolement. Hein. À un moment donné, ça marchait pas mal, on avait des bons retours. J'ai dit, ce qui serait sympa, c'est de faire un magazine tous les samedis midi. De 2 heures, à l'époque on disait 2 heures, c'était énorme, aujourd'hui on ne verrait plus faire une chose pareille, avec un invité et des invités, c'est-à-dire un invité principal et d'autres qui vont tourner autour du sport, de la culture, du tourisme, etc. Mais un invité principal qu'on fait réagir à l'acte. Là aussi ça a bien fonctionné, on a fait venir les politiques de l'époque, les grands sportifs de l'époque. C'est ce qu'on appelle un talk show aujourd'hui, toujours bénévolement. Et puis, je me suis mis tout petit à petit, oui, à proposer, et ça a été accepté, de retransmettre des matchs de foot en direct, des rallyes en direct, des directs à la foire de Caen. Il faut savoir que les premiers directs de foot que j'ai pu faire pour la radio, je les ai réalisés sans autorisation, c'est-à-dire qu'on n'avait pas le droit. Et surtout, les journalistes professionnels de l'époque, il faut savoir que les radios libres, dites libres, arrivaient sur le domaine de l'information et de la communication, venaient totalement bouleverser leur champ d'action, parce que Ouest France, par exemple, à l'époque, allait au match le samedi, jouait le samedi soir, mais Ouest France ne paraissait que le lundi matin. Il n'y avait pas d'Ouest France le dimanche, et puis il n'y avait pas de réseaux sociaux, puis il n'y avait pas de téléphone portable.
Et soudainement, moi j'arrivais avec ma radio Caen FM, je faisais du direct. À 22h, ils avaient le résultat. Lui, il l'avait le lundi matin à 6h. Donc là, tu as vraiment été précurseur dans la transmission de l'information. Complètement. Et donc, on m'avait équipé. Et pour du local. On m'avait équipé. Parce que le Stade Malherbe, ça jouait à quel niveau à cette époque-là Détroit. J'ai commencé, c'était national aujourd'hui. Tu as connu Doudou? J'ai connu Alain Douville, Guy Lunel, des gens comme ça. Ouais, donc ancien gardien de but. Moi, c'était mon collègue prof de PS quand j'ai commencé ma carrière. Et donc, je commentais les matchs, mes premiers matchs, je m'en souviens très bien. J'avais une valise à chef sur l'épaule, parce que j'avais pas le droit d'aller en tribune de presse, et je m'installais derrière un but. Et je commentais derrière le but. Alors, autant vous dire que le but d'en face, il était à 90 ou 100 mètres. Question, Michel, dans cet aspect précurseur, pour faire des commentaires de football en direct, comme ça, est-ce que ton expérience de footballeur t'a particulièrement aidé? Bien sûr. Est-ce que tu peux nous expliciter cela? Ça permet d'abord de savoir ce que c'est que le jeu football. Ça permet d'avoir des notions techniques, des notions tactiques, des notions psychologiques sur comment on peut réagir en telle ou telle circonstance. Pourquoi de rage ou de colère un joueur va se mettre à taper dans un ballon et l'envoyer dans la tribune parce qu'il y a une décision qui ne va pas lui plaire. Ah, là, on est en pleine préparation mentale. Ben voilà, et celui-là, il va s'énerver. Celui-là, on sait qu'il va rester calme. Et puis alors, ce qui était drôle derrière le but, puisque j'étais derrière le but, c'est que je faisais la causette avec le gardien de but de temps en temps. Oui, à l'époque, tu avais le droit. Et j'entendais plein de trucs. Et puis je voyais plein de trucs. Mais encore une fois, au risque de passer pour un ancien combattant, les matchs n'étaient pas retransmis. Aujourd'hui, vous avez 5 matchs par jour, tous les jours, toute l'année, etc. À l'époque, vous n'aviez pas un match de foot de retransmis à la télé, quelle que soit la division, et les matchs de l'équipe de France tous les 3 mois, et c'était à peu près tout, quoi. Alors, pour passer à la suite et reprendre ce que tu viens de dire, c'est très important, vous voyez, les étudiants, ce que vient de dire Michel. C'est-à-dire qu'il est d'autant plus force de proposition et précurseur sur le commentaire des matchs de football, qu'il a une connaissance de l'activité. C'est-à-dire que vos études STAPS sont indispensables sur la connaissance des activités physiques et sportives. Si vous voulez devenir préparateur physique, si vous voulez devenir coach, si vous voulez devenir, si vous voulez prendre d'autres filières, il y en a qui peuvent partir en management après. Ce qui est sûr, c'est que tout ce que vous faites dans les activités physiques et sportives est utile, pour votre futur métier, et de manière pluridisciplinaire. C'est ça que je savoir ce que c'est qu'une crampe, par exemple, ça aide dans le commentaire. Oui, ça peut aider. Entre il a pris un coup ou il a une crampe, c'est pas pareil. Donc, alors moi, ça me fait penser, je reviens sur Franck Doudet, qui lui aussi a commencé sa carrière. Il aurait pu devenir journaliste alors qu'il était entraîneur. Il a fait l'inverse de toi, si tu veux. Toi, tu as fait du sport et tu es devenu journaliste. Juste par fierté, pas par orgueil, mais anecdotiquement, je suis allé jusqu'à jouer en Détroit. Ah oui, quand même. Autrement dit, niveau national aujourd'hui. Donc avec le Stade Malherbe. Oui. Bien, parfait. Voilà. Donc une bonne connaissance de l'activité. Ouais. Et donc tout ce qui est aussi technique d'entraînement, développement du potentiel, etc. Il y a 40 ans. Oui, mais peu importe. Les athlètes sont pas les mêmes. Mais la problématique ne change pas, si tu veux. Non, mais les athlètes sont pas les mêmes. Non, mais ça a évolué. Mais je veux dire, la démarche que tu nous présentes, ça n'a pas évolué. Ça a évolué, pardon, excusez-moi. On peut y aller ? J'arrête de te couper. Non, donc j'étais au direct, on peut passer au slide. Voilà. Et donc, on revient à la dite radio, Caen FM. Épopée de 5 ans, 83, 88. Elle va très très bien marcher, cette radio. Mais vraiment très bien. Leader, reconnu en France. Le système des invités fonctionne très très bien. C'est vraiment un grand bonheur, un grand plaisir de voir se développer. On est toujours dans le bénévolat, on est à peu près une 60aine. Toujours dans le garage de la rue de Cully au Calvaire-Saint-Pierre. On va déménager pas très loin d'ici, au Péricentre. Là aujourd'hui, vous avez une boulangerie, une pizzeria, il y avait une vieille baraque. On va louer la baraque et on va la transformer en studio de radio. Ça va bien marcher, à tel point qu'au bout de quelques mois, 5 d'entre nous, parmi les bénévoles, vont devenir salariés de la radio. Ah oui, quand même. Ça va devenir notre travail, avec une feuille de paye à la fin du mois, avec un petit peu de sous. Donc là, tu lâches ton boulot de Moi, prof. je démissionne et je quitte mon boulot, et je deviens journaliste pour la première fois. Et en quelques
Avec une carte de presse? J'allais y venir. Excuse-moi. Non, mais c'est exactement ça. En quelques mois, je fais ma demande de carte de presse. Pour avoir une carte de presse, il faut se justifier. Ça n'a pas beaucoup changé. D'au moins 6 mois de salaire consécutif, nanani, nanana, et j'obtiens ma carte de presse. Et le fait d'avoir ce sésame va m'aider dans le travail au quotidien, dans le travail avec les sportifs, l'accès aux tribunes de presse, etc. Donc en fait, quand FM dégage un budget pour que vous passiez du bénévolat... Sur de la publicité, clairement. Alors, une fois de plus, c'est très intéressant, c'est-à-dire que de par ton action de bénévole, quelque part, tu as créé ton poste. Oui, complètement, mais pas tout seul, puisqu'on a été 5, mais il y en a un qui l'a créé dans les programmes, un autre l'a créé dans la pub, il est allé démarcher la pub. Moi, c'était le journalisme, on avait un animateur et puis on avait de mémoire on avait un directeur aussi. Oui. Tout à fait. Donc, vous voyez, les étudiants, que toutes les expériences qu'on a eues... 5 emplois quand même. Oui, c'est énorme. Mais il faut que vous voyez bien, les étudiants, qu'il faut oser, parce que quasiment tous les conférenciers qu'on a eus depuis le début sont passés dans cette démarche. Un engagement, on va dire volontaire, on voit par exemple Quentin Hurel qui a créé son propre poste à la Fédération française du sport entreprise, par exemple. Alors, la réussite, c'est formidable. On a connu 5 années fabuleuses, mais elle crée, surtout en France, elle crée des jalousies. Là, en l'occurrence, à propos de concurrence, on va vraiment créer une concurrence. C'est-à-dire que les radios libres, mais à Caen, mais pas seulement, dans toute la France, vont prendre une telle ampleur qu'on va manger et même dévorer l'auditoire des 4 dont je vous parlais tout à l'heure, France Inter, Europe numéro 1, Radio Monte-Carlo et RTL. À tel point que, comme on leur mange et dévore leur auditorat, on leur mange et on leur dévore aussi leur publicité. Et donc leurs ressources commerciales. Donc petit à petit, il va bien falloir qu'elles réagissent, ces radios-là. Et en fait, ce qu'elles vont faire, elles vont créer des réseaux. Et elles vont... Déjà, la notion de réseau à l'époque. Et voilà. Et se met en place. Ni plus ni moins, elles vont nous avaler, elles vont nous manger. Ah oui. Alors elles vont donner, puisqu'on était en francs à l'époque, elles vont donner 20 000 francs à un tel, 50 000 à tel autre, en fonction de l'audience, de la puissance, etc. D'accord. Et elles vont nous bouffer, clairement. Elles vont nous manger. Nous, on a été mangés par Europe 1, qui avait créé sa filiale Europe 2, qui est devenue Virgin aujourd'hui. D'accord. Ils ont également Skyrock, RTL aujourd'hui, Chéri FM, RTL 2. Faut pas croire que les radios que vous écoutez sont des radios indépendantes. Elles sont au contraire des radios de grands groupes multinationaux. Elles sont tous sauf indépendantes. Et elles sont propriétaires des radios que vous écoutez. À tel point qu'aujourd'hui, on est passé dans une 3e phase. On aura peut-être l'occasion d'en parler. C'est que là, on a eu absorption et réseau. Et aujourd'hui, avec Internet, l'avenir, c'est la web radio. Plus de 6000 web radios en France aujourd'hui. 2 millions d'auditeurs aujourd'hui. C'est exponentiel. Notamment, vous, les jeunes, vous écoutez beaucoup de web radios. Et comme elles l'ont fait à la fin des années 80, ils l'ont fait, ces grands groupes-là sont en train de créer des web radios. Une radio comme Énergie, par exemple, pas qu'en France, puisque c'est mondial du coup, à 220 radios. 220 web radios aujourd'hui, Énergie. Donc, avec cette absorption, tu te retrouves en position c'est la porte. Non, mais je veux dire, si j'aborde le 4e point, licenciement à la fin des années 80. On est mangé par Europe, tous les 5 on est virés. Donc là, psychologiquement, j'imagine que ça ne va pas être évident. Oui, et puis alors, il n'y a pas de plan de licenciement, de plan de retour à c'est l'emploi. C'est un coup de pied dans les fesses, et je suis poli. Dehors, il n'y a pas de délai pour se retourner, c'est la porte. Donc, comment tu rebondis à ce moment-là? Par quelle démarche tu t'y prends? On est dans une période particulièrement difficile. C'est forcément un gros coup au moral, d'autant que quand je suis viré, j'ai une petite fille de 3 mois. En plus, donc licenciement économique. Donc je suis comme tout le monde, il faut manger, il faut se nourrir, il faut se loger. Donc oui, le coup est rude, c'est-à-dire qu'on vient de passer 5 années formidables.
Et il faut réagir. Voilà. Et donc on Alors, peut passer. bah justement, tu vas nous expliquer comment tu as réagi. Parfait. Et ça doit être très parlant pour vous, les étudiants, surtout dans cette période sanitaire particulièrement très compliquée. Et donc là encore, vous voyez comment on va chercher des ressources pour réagir. Et là encore, passer évidemment la déception, voire une grande tristesse, hein, et même la trouille, parce que la trouille, elle est même matérielle, quoi. Il faut nourrir sa famille, un jeune enfant. Et ben là encore, je vais pas aller à Pôle Emploi, je vais pas attendre, je vais pas rester chez moi à me languir et à me morfondre. Pendant les 5 années, j'allais dire les 5 glorieuses de Caen FM, j'ai côtoyé les journalistes de Radio France, les journalistes de Ouest France, et je vais aller voir l'un d'entre eux, qui est le rédacteur en chef. À l'époque, ça s'appelait Radio Basse Normandie. C'est devenu Radio France Normandie Caen. C'est aujourd'hui France Bleu. C'est aujourd'hui France Bleu. Et le rédacteur en chef, forcément, il me connaît, il m'a vu. Alors, il m'a pas forcément vu travailler de près, mais voilà, je suis pas un inconnu pour lui. Et en l'espace de 5 jours, il me rappelle et il me dit, écoute, le week-end prochain, il me manque quelqu'un. Est-ce que tu peux me faire la jointure? Je n'ai jamais mis les pieds dans les locaux. C'est quoi la jointure? Parce que c'est peut-être pas très évident. Est-ce que tu peux me dépanner, quoi? D'accord. J'ai pas de journaliste. Me remplacer. J'ai pas de journaliste de permanence ce week-end. En termes sportifs, est-ce que tu peux me remplacer? C'est ça. J'ai besoin d'un reporter. Il y a les reportages du samedi et du dimanche. Évidemment, je saute dessus et je dis oui. Je fais le samedi et le dimanche, et le lundi ou le mardi, il me rappelle et il me dit, est-ce que tu peux venir demain? Je fais le mercredi, et puis après il me dit, c'est bon. Donc là, une grosse adaptation. Tu es disponible. Oui. Quand je dis saisir ma chance, ça vient tout de suite, et effectivement, d'une grande disponibilité, puisque pendant quelques mois, je vais vivre, mais c'est pas trop, enfin, moi ça me paraît pas grand-chose, je n'aurai mon tableau de service de la semaine qui suit, quelquefois que le jeudi ou le vendredi, et quelquefois le mardi, on me demande si je peux travailler le mercredi, quoi. Ce que tu me dis là, ça nous fait penser à un intervenant, Romain Morin, qui se lance dans la préparation physique, après avoir fait moult choses. Et à un moment donné, on lui dit, faut que tu fasses un stage pour valider ton diplôme. Et lui, il dit, ok, je vais aller taper sur le sport qui a la plus grande représentativité au niveau du niveau de jeu, le basket de Mondeville. Et j'y connais rien. Et depuis, il est devenu très copain avec Hervé Coudray. Il a travaillé longtemps avec lui, il travaille toujours avec lui d'ailleurs. Donc, une fois de plus, vous voyez, tu vois, les points communs, c'est pour ça que je me permets. Bien sûr. Oser, saisir ta chance, et puis être force de proposition. Et quand on dit en sport, la chance, il faut savoir la provoquer. J'y suis allé, et le coup de bol, c'est un coup de bol, mais ma foi, je serais tenté de dire, je l'ai presque mérité. Quand je fais ces dépannages 2-3 jours la semaine, d'ailleurs, anecdote, pendant que je vais faire ce dépannage au printemps de 87, il y aura une visite de Lady Diana à la mairie de Caen et c'est moi qui suis allé couvrir ça alors que 3 mois avant j'étais foutu à la porte. Donc c'est quand même assez drôle. C'est pas des petits trucs. Et dans le même laps de temps, le gars qui faisait les sports, alors aujourd'hui on dirait France Bleu, on va être simple. Oui, bien sûr, ce sera plus simple. Il s'en va, il démissionne. Ah oui. Oui. Donc là, c'est encore la chance, quoi. Moi, je suis là, j'ai commenté les matchs de foot pour Caen FM quelques mois plus tôt. Mais ça veut dire aussi que sur les piges que tu fais, tu conviens. Si on te propose le poste. J'ai pas encore touché au sport pendant ces 3-4 mois-là, mais là, le gars, il s'en va. Donc, dans la conversation, je sais pas si c'est à la machine à café ou ailleurs, je vais voir le rédacteur en chef, je lui dis, ce qui serait sympa avant de demander à quelqu'un ailleurs, est-ce qu'on peut pas faire un essai? Il me dit, bien sûr, Michel, prochain match, il est pour toi, on verra ce que ça donne et tout, et voilà, c'est parti comme ça. Et là, c'est parti. Donc ce premier match, c'était quoi? Pour l'anecdote, je crois que ça devait être un match de Ligue 2. Alors moi, je suis pas très mémoire. J'ai jamais compté le nombre de matchs que j'ai fait, le nombre de. Ah mais comme c'est le premier, tu aurais peut-être. Non, c'est peut-être un Caen Lisieux. D'accord, en Détroit. En Détroit, parce que je vais vivre l'ascension très rapide des 3 D2. Alors là, on est déjà en Ligue. Non, on est déjà en D2 là. L'épopée du Stade Malherbe qui monte en D1 à cette époque-là. On est en plein dedans. Parce que je vais avoir cette chance-là. Je sais bien, parce que moi j'étais étudiant. C'est que je suis embauché, donc. Et je fais partie de ces supporters qui sont dans la ville de Caen, en train avec les drapeaux. Je suis embauché avec un CDI en juillet 87, donc j'ai été viré en janvier 87. J'ai travaillé quelques mois, je suis rentré au sport vers avril-mai, et en juillet j'étais embauché
comme journaliste sportif, salarié en CDI à Radio France, qui voulait dire le multiplex de France Inter, les accès, parce qu'à ce moment-là, le paysage... Avec Jacques Vendroux? Non, Pierre Loctin pour commencer. Ah, d'accord. Mais les jeunes n'ont pas connu. Ah non, mais moi non plus, celui-là, je l'ai pas connu. Et après Pierre Loctin, Jacques Vendroux, ouais. D'accord, parce que Jacques Vendroux, c'est quand même une figure du journalisme sportif. On en reparlera peut-être. Bien sûr. J'ai travaillé, puisque après... Enfin, bon, on continue alors? Oui, on continue. Ah, attention, des moments importants. Alors là, c'est un petit peu comme avec Caen FM, c'est dans le même ordre d'idée. 87, je suis embauché, le Stade Malherbe monte en Ligue 1, je commande tous les matchs, je fais tous les déplacements. Concrètement, ça se passe comment, le commentaire? Quand tu dis que tu commandes tous les matchs, c'est aussi bien à l'extérieur qu'à domicile? À l'époque, je commentais en intégralité à l'extérieur et on ne faisait que, non, on faisait pas que, on faisait le multiplex de France Inter. D'accord. Mais les 10 matchs avaient lieu en même temps. Oui, c'est ça. Et puis on passait d'un match à l'autre. Un match le vendredi, 3 le samedi. Et puis quand il y avait un but, toc, là, il y avait, ouais, c'était ça. Ouais. But à Caen, et hop. Alors, vas-y, Michel, qu'est-ce que tu nous dis, là? Et c'était, la minute d'extérieur. Et alors, est-ce que tu peux nous expliquer au niveau logistique comment ça se passait? Parce que bon, t'étais salarié, j'imagine que tu avais des moyens logistiques pour aller. Alors, c'est simple. On avait, un bloc-notes, un crayon et des fiches, parce que ça se prépare. À l'ancienne. Ça se prépare, on n'y va pas, même si on fait de l'impro, on y va pas. Nos étudiants ont appris à préparer des entraînements. On n'y va pas la fleur au fusil. Le matériel de transmission en direct, à l'époque, le numérique n'existait pas. C'était un téléphone, on sortait les fils, et nous, on avait un boîtier avec un fil. C'est exactement... le fil bleu et le fil rouge, on branchait les deux fils, la communication était établie, quelquefois elle ne l'était pas, parce que la liaison n'avait pas été correctement commandée dans le stade, quelquefois il y avait des coupures, on était à la préhistoire, enfin presque, et puis un magnétophone de reportage, ce qu'on appelle les Nagra, qui, ceci dit en passant, fait 13 à 15 kilos selon les modèles. Donc, quand vous avez passé 20 ans avec un Nagra de 13 à 15 kilos sur le dos, y compris à faire des manifs en centre-ville pour le défilé du 14 juillet ou autre, je peux vous dire que vous avez le dos en mauvais état. Et donc, on retransmet en direct, on fait 90, voire 120 minutes les jours de coupe, voire les tirs au but, c'est arrivé. J'ai une anecdote d'un match de coupe à Lille qui va au tir au but. C'était en Coupe de France? En Coupe de France, j'imagine. Ouais. Oui. Et où Caen l'emporte au tir au but, donc je fais la retransmission intégrale, et juste au-dessus de moi, j'ai le journaliste de Ouest France. À l'époque, il y avait des problèmes il y avait le bouclage, c'était 22h et c'était pas 22h05, et là, on était déjà largement au-delà de 22h, et il finit son papier, sachant qu'il n'aura pas le résultat. On va procéder à la séance de tir au but, à vous les studios. Ah oui. À vous les studios, ça veut dire que mon collègue de Radio France, qui est juste en dessous de moi, lui, il va vous donner le résultat que moi, je suis dans la capacité, techniquement de donner à mes lecteurs. Okay. Bref, ça va bien marcher. Le foot, je me fais remarquer dans le multiplex par Jacques Vendroux et Jean-Paul Brouchon, qui était, lui, directeur des sports de France Info, qui avait créé le service des sports de France Info. En 89, 90, ça va très vite tout ça. On me propose de venir faire des remplacements d'été à France Info et à France Inter. Ouais, c'est quand même pas des petites radios. Ce que je fais. Je suis par exemple le premier journaliste de France à m'être rendu à Bastia après Furiani. Oula. Alors Furiani, tu peux rappeler l'anecdote? Furiani, la catastrophe de Furiani, c'est l'année où Caen en plus se qualifie en Coupe d'Europe de foot. C'est 92, la tribune qui s'effondre. 1992, 91. Oui. La tribune qui s'effondre. Oui, plus de 20 morts, un grand malheur, dont la plupart sont des journalistes, des gosses entassés, des centaines de blessés, parce qu'on a utilisé une double billetterie. Voilà, totalement une tragédie footballistique que toi tu vas couvrir. Et donc, comme je suis là à l'été à France Info, le directeur de la rédaction de France Info, qui n'est pas le directeur des sports, mais le directeur de la rédaction, il vient me voir un lundi matin et il me dit Bastia va redémarrer le championnat samedi. Ils vont jouer à Ajaccio et pas à Bastia puisqu'il n'y a plus de stade.
Est-ce que tu peux partir demain en Corse? C'était le week-end du 15 août, je m'en souviendrai toujours. Pas d'avion, pas d'hôtel. Pas d'avion à l'époque. Il n'y avait surtout pas d'hôtel, enfin bref. Et je suis parti là-bas, j'ai retrouvé les familles qui avaient perdu des proches. Hein, et j'ai fait... Alors, j'imagine que quand tu arrives sur un événement comme ça... Bastia Red Star, le premier à Ajaccio. Excuse-moi. J'imagine que quand tu arrives sur un tel événement, qui est quand même délicat sur le plan émotionnel, il faut que toi aussi, tu t'y prépares. Ah bah tu te renseignes, tu lis, tu téléphones. Oui, je dis et je redis, parce que pour les étudiants, c'est important de le savoir, 92, il n'y a toujours pas de téléphone portable et il n'y a toujours pas d'Internet. Hein. On ne tape pas sur son ordinateur, catastrophe de Fouriani, il n'y a rien qui sort, ça n'existe pas. Donc le travail, c'est énormément de recherche. Nous, à Radio France, on a un service de documentation à la Maison de la Radio. C'est des coups de téléphone, les témoins, on les connaît, on a leur téléphone, mais téléphone fixe, il n'y a pas de portable. Donc, il faut attendre qu'ils soient rentrés chez eux, qu'au bureau, éventuellement, tout ça, ça prend du temps. C'est beaucoup. Pourquoi je te pose toutes ces questions, Michel? Parce que par rapport aux préoccupations de nos étudiants qui sont dans la préparation sportive, dans la préparation de l'entraînement, etc., c'est de voir quand même que tu as tout un protocole de mise en place pour préparer tes interviews, tes reportages et tes retranscriptions. Donc les démarches restent similaires, si tu veux. Complètement. Hein, voilà. Et tout ça me mène, on est toujours dans le même délai. Il faut pour 92, c'est les Jeux Olympiques d'Albertville. Les Jeux d'hiver. C'est pas quand même un petit truc. C'est Jean-Claude Killy, par exemple, qui est président du comité d'organisation. Radio France. On rappelle qui est Jean-Claude Killy, vite fait. Champion olympique de ski. Triple champion olympique. 1968, oui. À Grenoble. Triple champion olympique. Et Radio France est radiodiffuseur. Quand je dis radiodiffuseur, ça ne veut pas dire qu'on est la seule radio dans le monde à diffuser les Jeux olympiques, mais on est la radio qui fournit le son à l'ensemble des radios du monde entier. Et à ce titre-là, Radio France crée une radio, éphémère spéciale JO. Ah oui? Oui. Ce qu'on va renouveler en 98 pour les championnats du monde de Une radio éphémère, je ne connaissais pas ce concept. Et donc monte une équipe d'une 60aine de journalistes de la maison, hein, qui sont dédiés à cette radio-là. Certains vont faire les informations en langue anglaise, d'autres vont faire du reportage, d'autres vont faire de la présentation, et d'autres vont aller faire du journalisme sportif sur le terrain dans les compétitions. Et ils viennent chercher un journaliste en local, en province. Michel Le Gorgeux. C'est vrai. J'ai cette chance-là d'être choisi. Je fais les Jeux Olympiques. Inutile de vous dire qu'en venant de Caen, je ne suis pas un montagnard de première. Une des anecdotes, c'est que j'ai eu la chance, je m'en souviendrai. Donc là, tu parles des Jeux Olympiques d'Albertville. Oui, d'Albertville. À Albertville, c'est une chance extraordinaire. C'était le dernier jour, tout le monde avait commencé à plier les Gaules, mais il y avait la finale du hockey sur glace, et j'ai commenté la finale olympique de hockey sur glace. Donc un sport collectif une fois de plus. Et alors, comment tu as fait? Parce que le hockey sur glace, c'est quand même un sport particulier, avec des règles particulières. Oui. Alors, je connaissais le hockey sur glace. Des stratégies. Alors, comment tu as connu... Mais je le connaissais un peu. J'étais allé voir les matchs. Oui, parce que quand on avait la chance d'avoir... Pierre-Marc Janil, qui est une figure du hockey canet, son fils aussi, d'ailleurs. Les étudiants, il faut savoir que le hockey sur glace à Caen a toujours été au meilleur niveau national. À cette époque-là, Caen était dans les 2-3 meilleurs clubs français de hockey sur glace. Donc les matchs du samedi soir à la patinoire, quand il n'y avait pas foot. Donc tu connaissais l'activité? Oui, je connaissais j'avais vu des matchs. Alors c'est la grande époque aussi des bastons, moi j'appelle ça comme ça, entre les Américains, les Russes, les Tchèques. Là, il y avait des matchs mémorables, les Canadiens un petit peu. Et comme ça se passe un petit peu aujourd'hui dans les reportages journalistiques, les commentaires de match ou quoi que ce soit, est-ce que tu as travaillé avec quelqu'un de technicien sur l'activité à l'époque? Sur la finale olympique de hockey sur glace, je suis tout seul. Tu es tout seul? Ouais. Donc à l'époque, il n'y a pas encore, je pense à cette alliance Jean-Michel Larquet, Thierry Roland par exemple? Il faut dire pourquoi. De la même manière que, mais c'est important dans l'état d'esprit et le fonctionnement de ce métier, de la même manière que quand les radios dites libres, locales, enfin privées on va dire, sont arrivées, la presse écrite a fait barrage dans les tribunes de presse, etc. Quand les premiers consultants sont apparus, en télé notamment,
la presse écrite a également fait barrage, et il y avait par exemple des consultants qu'on empêchait de monter dans les tribunes de presse. D'accord. Ah oui, carrément. Oui, c'était. Donc on en est vraiment là au tout prémisse, ce qui ne sera pas le cas en 98 au championnat du monde. Et donc année olympique, pourquoi? Parce que ça va bien se passer. Et le même directeur de l'info de France Info, un soir après les compètes, alors qu'on souvent dînait ensemble, parce qu'on se marrait bien, c'était des bonnes équipes. Il me dit, Michel, je t'invite à dîner dans un petit, je me souviens, dans un petit resto d'altitude au-dessus d'Albertville, et on part tous les deux. Ah, je dis là, il va se passer quelque chose. Attention. Je vous mets à l'aise, hein, tout est tout à fait correct et racontable. Et Pascal Delannoy, puisque c'est de lui dont il s'agit, qui était patron de France Info, me dit, écoute Michel, ça se passe bien, j'ai une petite proposition sympa à te faire, est-ce que tu veux faire Barcelone avec nous? Et donc, je ne peux pas dire non. Et donc tu pars 15 jours à Barcelone? Non, je suis parti 40 jours à Barcelone. Ah oui, c'est pas un petit truc. En général, les compètes durent 15 jours, mais le hors-sol, on va dire... c'est un peu comme une compétition. Domicile, famille, etc. C'est au moins 40 jours sans les voir sur des compètes comme ça. D'accord. Et évidemment, je dis oui. Et donc, je vais à Barcelone où je vais avoir comment dire. Donc pour France Info. Pour France Info, absolument. Où je vais avoir une mission extrêmement spéciale, très frustrante, à la fois frustrante, mais qui est aussi une responsabilité énorme. C'est-à-dire que je vais être chef de gare dans le studio de direct de France Info. C'est quoi un chef de gare? Ouais. Eh ben, je vais être très précis, et comme ça sera plus simple. Par exemple, j'ai en même temps la finale du 400 de Marie-Jo Pérec et la finale de tennis de table de Jean-Philippe Gatien. Ah oui, c'est pas quand même un petit truc. Et je crois que j'ai une demi-finale de 100 mètres de natation qui vient se mêler là-dedans, enfin, etc. Et donc le chef de gare, on imagine les trois reporters, celui qui fait l'athlète, celui qui fait le tennis, tout le monde veut l'antenne. Tout le monde veut l'antenne en même temps. Et je me souviens du gars du 100 mètres, je lui dis, toi tu vas attendre, parce qu'à l'époque, je dis, toi tu vas bien avoir 2 ou 3 faux départs, donc déjà aujourd'hui un faux départ, oui, bien sûr. mais là faux départ, ça continuait. Et donc j'étais chef de gare, je disais en 1, en 2, en 3. Et donc le technicien, donc pas une petite responsabilité quand même. C'est une grosse responsabilité parce qu'il ne faut pas rater le vrai départ. Tu te fais rouspéter, et je suis poli, par les journalistes qui sont en direct, parce que chacun évidemment veut l'antenne. Et une fois que les compètes sont finies, deuxième responsabilité, c'était à moi de commander les reportages. C'est-à-dire, toi, tu vas me faire un portrait de Marie-Jo Pérec. Est-ce qu'on a quelqu'un en Guadeloupe auprès de la famille de Marie-Jo Pérec pour nous faire un reportage sur place? Quelqu'un qui l'a vu débuter, enfin, etc. Oui, donc quelque chose de particulièrement intéressant. Et après, tu écoutes ce qui arrive, tu distribues dans les... Voilà. D'accord. Donc, je n'ai fait aucun direct à Barcelone, 0 direct. Mais par contre, tu as été la cheville ouvrière... Je ne sais même pas si j'ai fait un micro, je crois pas. Mais j'ai été, on appelle ça un responsable d'édition. Oui, alors moi ce qui m'intéresse dans ce que tu viens de dire, c'est la notion de mission. Mission, vous les étudiants dans le domaine sportif, ceux pour les métiers pour lesquels vous vous préparez, il faut rentrer dans ces notions de mission. On vous donne une mission avec un projet à réaliser, une équipe à faire monter dans un championnat supérieur, préparation d'un athlète ou quoi que ce soit. Il faut vraiment prendre vos engagements comme dans ces notions de mission qui vont t'enrichir, et là je fais référence à mon premier cours, vous enrichir du point de vue de l'expérience. Et là j'imagine que ce que tu vis là à Barcelone va être déterminant pour la suite. Alors mission, polyvalence, responsabilité et compétence, on peut le penser, enfin, on peut l'espérer. C'est des souvenirs et des expériences extraordinaires, mais je ne vais pas vous dire que quand vous êtes dans le studio à faire le chef de gare pour France Info en direct aux Jeux Olympiques de Barcelone, vous n'avez pas les gouttes qui transpirent sur le front et le maillot et le t-shirt qui est trempé. Oui. Il y a des moments pour le cœur qui sont professionnellement difficiles. Et voilà, donc je vais faire ça, ça va bien se passer. Je vais continuer l'été à aller faire des remplacements ou au service des sports d'Inter ou au service des sports. Donc là, c'est entre 92 et 98 ? Oui, tout en revenant dans ma station à Caen, où je fais le quotidien
le Stade Malherbe. Est-ce qu'on peut parler, quand tu pars sur ces différentes radios, de pige ou non, comment ça s'appelle? Moi, j'étais... C'est quoi ton statut alors? Mon statut, il est très simple. Je suis journaliste à la direction de l'information de Radio France. Je ne suis pas salarié de Caen, je suis salarié de Radio France. Et je suis en poste à Caen. Et dans ces périodes-là, je suis à disposition de la rédaction sportive de France Inter ou de France Info, etc. Et ça va continuer jusqu'à 98. Alors, la Coupe du Monde de foot en donc, France. chers étudiants, n'hésitez pas parce que là, Michel, il a beaucoup de choses à vous dire. Et la Coupe du Monde de foot en France, évidemment, ça fait une dizaine d'années que je suis journaliste sportif à Radio France. Dans ma tête, je ne peux pas ne pas y être. Mais en même temps, rien ne m'assure que je vais pouvoir y être. Parce que l'équipe de France, on ne va pas la couvrir à 50. Les mecs qui vont la couvrir... Donc il y a de la concurrence. Non, mais ils sont déjà désignés. En janvier 98, on sait déjà... C'est même pas qu'on sait déjà, c'est qu'en janvier 98, il y a 4 journalistes qui sont au basque de l'équipe de France et de ses joueurs à partir du mois de janvier. Ah oui, et qui ne vont plus les quitter, et ça ne sera personne d'autre qui ira voir, suivre, commenter, interroger l'équipe de France de football. C'est les mêmes. D'accord. Donc il faut aller se glisser ailleurs. Et la chance d'être dans une grande maison, parce que Radio France est une grande maison, c'est que Michel Boyon, PDG de l'époque, va créer France 98. Ah. Et France 98, c'est là encore une radio éphémère qui va émettre durant 60 jours et qui ne va être dédiée qu'à la Coupe du Monde de football. D'accord. Dans cette radio, il va y avoir des journaux toutes les heures, des reportages, évidemment, etc., des invités sans arrêt, des soirées. Et on est la seule radio, alors là, pour le coup, la seule radio, je dis bien, au monde, à avoir les 64 matchs en intégralité in situ. C'est-à-dire que, par exemple, un journaliste d'Europe 1 pouvait commenter un match de Coupe du Monde, mais il commentait dans le centre de presse. Alors que nous, on avait tribune commentateur, on avait même 4 places tribune commentateur, puisque 2 faisaient France Inter. On en avait même 6, pardon, j'ai oublié. 2 faisaient France Inter, 2 faisaient France Info, et 2 faisaient Foot 98. D'accord. Et tous avec un consultant. Très bien. Dans des conditions... j'allais dire, à la fois technique, d'organisation du travail, que je qualifie d'exceptionnel. On a eu un privilège énorme. On avait notre voiture, on commençait à avoir des téléphones portables, on avait notre consultant, quand on retransmettait... Votre consultant, c'était un technicien? Comment ça se passait? Le consultant? Oui. Non, c'était des... Moi, j'ai commenté des matchs. Mon premier match de cette Coupe du Monde 98, j'ai commenté Écosse-Norvège au Parc Lescure à Bordeaux. Je suis arrivé la veille, j'ai passé la soirée, une partie de la nuit avec les supporters écossais et norvégiens. Bon, je peux vous dire non, mais c'est important, parce qu'aujourd'hui, on se rend pas compte, mais Écosse-Norvège, c'est un bon exemple, parce que c'est pas Brésil, Angleterre, Allemagne et tout, mais c'est Écosse-Norvège. Mais il y avait un village dans chaque ville, et à un moment donné... Je peux y aller sur l'anecdote? Ah bah vas-y. Alors à un moment donné, peut-être que ça va parler aux étudiants, peut-être qu'ils vont déclencher des questions. Il devait y avoir dans Bordeaux à peu près 10-15 000 Écossais. Ils étaient nombreux, les Écossais. On s'est bien connu que les Britanniques, ils suivent partout. Et environ, je sais pas, 5-6 000 Norvégiens. Autour du village, alors évidemment, des hordes de groupes de supporters en kilt, aux couleurs, avec, les cornemuses. Les cornemuses, oui. La pinte de bière à la main. Ah bon? Et à un moment donné, les 5000 Norvégiens ou 6000 Norvégiens ont l'idée, va-t-on savoir pourquoi, de défiler dans les rues de Bordeaux. Alors ils se mettent avec leurs fanfares. Les Écossais, du parole coup. d'Écossais. Et là, il y a les 15 000 Écossais en kilt, cornemuse, qui embrayent. Tout le monde. Puis à l'époque, pas besoin d'autorisation pour défiler. Tout le monde se mélange. Tout le monde se mélange, tout le monde boit des bières, chante, écossais, norvégien. Et là, il n'y a pas de bagarre à cette époque-là. Aucune bagarre. Aucune. Et on n'est pas à se provoquer. Et pourtant, on a déjà vécu le drame du Heysel, par exemple, ou des choses comme ça. Et c'est un souvenir, c'est mon premier match, et le lendemain, donc je commente le match Écosse-Norvège. Ça va, t'étais en pleine forme quand même? Ouais, j'étais allé, qui était un match nul, qui a fait un score nul, 0-0. Ah oui, d'accord, t'as pu t'endormir alors. Et que j'ai commenté, pour l'anecdote, avec Marius Trésor. Ah ouais? Oui. Qui jouait à Bordeaux à l'époque. Qui jouait à Bordeaux.
J'étais avec Marius. Voilà. Enfin, Bordeaux, il était peut-être à la retraite déjà quand même. Et donc on a fait 98, je crois, enfin c'est pas je crois, j'en suis sûr. J'ai commenté 11 matchs. Mon dernier match, c'est Allemagne-Croatie à Gerland, puisque c'est Gerland à l'époque. Oui, la Croatie, donc le quart de finale. Le quart de finale. Ce qui n'est pas un petit match quand même. Les Croates mettent une doudoune aux Allemands 3-0. Oui, et là, il y a Jacques Vendroux me dit et Michel, est-ce que tu connais bien les Croates et notamment Blažević, l'entraîneur, le sélectionneur croate? Pourquoi il me pose cette question-là? Parce que les Croates vont jouer les Français en demi-finale le mercredi suivant. Et je connais un petit peu Blažević, c'est pas mon ami, mais je le connais un petit peu. Je sais qu'il parle un français remarquable. Et tu l'avais connu à quel Parce qu'il a été entraîneur de Nantes. Ah, d'accord. Et comme quoi, vous voyez le réseau. Hein, le réseau, c'est. Et je lui dis, vous partez où là? Et il me dit, on part à Thonon. Thonon-les-Bains, non? Thonon-les-Bains. De Lyon, ils vont à Thonon et on rentre mardi sur Paris. Et je lui dis, il y aurait moyen, ils montent dans le bus. Et je suis parti avec eux. Ah ouais. Oui. Comme quoi, vous voyez, une fois de plus, faut oser. Faut y aller. Faut oser. Et là, interview. Oui, alors interview et tout, mais j'ai surtout suivi les Croates pendant 3 jours avant la demi-finale. Fabuleux. Ouais. Ah bah oui. Et l'émotion côté français, parce que c'est une Coupe du Monde en France. Il y a l'équipe de France quand même qui a quelques difficultés pour se qualifier sur les matchs à cette époque-là. Il y a quand même de l'émotion. Hein. Ça critique beaucoup. Le France-Italie du quart de finale qui se termine non, c'était le 8e de finale qui se termine au penalty. Il n'est pas simple. Hein. Moi, je suis dans ma chambre d'hôtel. Le France-Paraguay avec le but en or, il n'est pas simple non plus. Je suis dans ma chambre d'hôtel parce que je vais commenter un match à Lyon le lendemain. Et donc évidemment je regarde France-Italie et au moment des tirs au but, à chaque fois qu'un Français doit tirer, je vais me mettre dans la salle de bain, je m'enferme, je regarde. Oui, bon, on est tous pareils, hein, je crois, ce jour-là. À chaque fois que les Français, même pas le courage de regarder. Je crois qu'on a tous fait la même chose. Alors nous, on n'avait pas de salle de bain, mais et pour aller vite, parce que sinon on y passe la journée. Non, mais c'est un moment fort. Et on arrive au 12 juillet, la finale. Donc je redis, moi je n'ai commenté aucun match de l'équipe de France. Bien sûr. Hein. Aucun. Mais le jeudi qui précède la finale, Jacques Vendroux, chef du service des sports, réunit tout le monde. Là déjà en route, on a perdu, on va dire, un tiers de l'équipe. Bah oui, quand il y a les 64 matchs, il y en a 3 par jour, hein, mais on est passé 8e, quart de finale, et forcément on est moins nombreux. Alors il y en a qui sont toujours dans l'équipe pour présenter les journaux, pour faire des émissions avec des consultants, des machins. Pour l'anecdote, parmi nos consultants, on avait Raymond Domenech. Ah tiens. Mais on avait aussi, c'était plus drôle, qui défraie la chronique. On avait Yannick Noah. Ah bien. Ah oui, on avait Yannick Noah tous les jours avec nous, c'était un plaisir. Et donc, le jeudi, on est un peu comme des gosses à dire est-ce que je passe à la casserole, c'est-à-dire est-ce que je rentre chez moi? Bah oui, j'imagine. Ou alors est-ce qu'on va me mettre à une mission un petit peu moins subsidiaire. Ouais. Voilà. Et donc il présente, il dit ceux qui commentent depuis le mois de janvier, c'est toujours les mêmes, mais ça va pas changer, ça change pas. Un tel, vous allez être de reportage dans les rues de Paris pendant et après le match. Oui, pour sentir le match. Les reportages. On ne sait pas évidemment que la France va être championne du monde, mais on s'y prépare. On prépare le dispositif. On espère en tout cas. Et puis on prépare le dispositif. Et puis on envoie quelqu'un à Clairefontaine à partir direct à partir de 6h le matin, le 12 juillet 98. J'ai pas lancé la pièce, mais j'ai pas joué au loto, mais c'est moi qui ai gagné. Et donc je suis allé, nous étions 3 journalistes, Pascal Pro, que vous connaissez, qui exerce encore aujourd'hui, qui travaillait à TF1. Stéphane Meunier, si vous ne l'avez jamais vu, je vous invite à le regarder, ce formidable document qui s'appelle Les yeux dans les bleus, pour Canal+. Et Stéphane Meunier tournait Les yeux dans les bleus, ça fait 2, et le 3e c'était moi. Et donc je faisais aux heures direct à France Inter et aux demi-heures direct sur France Info. D'accord. J'étais tout seul, j'avais pas de technicien, j'avais garé ma voiture devant Clairefontaine. La voiture était devant et moi j'ai réussi à rentrer à l'intérieur.
Je ne suis pas allé toucher, serrer la main des joueurs, faut pas non plus rêver. En revanche, j'ai vu leur promenade, j'ai vu la famille j'allais dire Adriana, lapsus, de Christian Carambeau. Oui, c'est pas, qui était marié à l'époque. Ils étaient arrivés vers 7h du matin à Roissy depuis Nouméa. Ils étaient une demi-douzaine. Ils venaient à Clairefontaine tout simplement chercher leurs invitations pour la finale. Pour la finale. J'ai vu des gens rentrer, sortir, etc. Et à 18h, le bus s'en va, les joueurs s'en vont. Et moi, j'ai fini ma journée. Pour l'anecdote, j'ai beaucoup utilisé la batterie de la voiture pour faire des directs, envoyer des interviews, etc. Et la voiture ne démarre pas. Ah oui, mince. Et c'est donc une voiture de gendarmerie qui vient me dépanner. Il y a une cohorte de véhicules officiels pour encadrer, de motards pour encadrer le bus de l'équipe de France. Je ne sais pas si vous avez vu cette image de cette foule entre Clairefontaine et l'autoroute. Oui, ça me rappelle quelque chose. Et là, je me dis, le temps de faire démarrer la voiture et tout, je sais pas, 18h30, 18h45, je me dis, la finale, c'est mal barré. D'autant que j'avais une place au Stade de France pour la finale, donc je voulais quand même y être. Et qu'il fallait que je me change parce qu'on était tenu d'avoir notre tenue officielle à ce moment-là. Et là, j'avais discuté dans la journée avec un officier de gendarmerie. C'est eux qui m'avaient démarré. Et je dis, mais là, je suis mal barré parce qu'il y a des gens partout. Et il me dit, j'ai l'officier d'état-major qui va passer. Il y a 3 voitures, motards. Ils arrivent dans 3 minutes. Je leur demande, vous mettez dans le cortège, ils vous amènent à l'autoroute. Je les ai suivis, toutes sirènes hurlantes. Alors, question un peu plus technique. Et c'était fini, la Coupe du Monde était finie. D'accord. Pour moi, elle était finie. Question plus technique, quand tu es allé à Clairefontaine, est-ce que tu t'es centré aussi sur, est-ce que tu as pu avoir accès à la façon dont l'équipe de France se préparait, ou tu avais des idées, ou tu avais des informations là-dessus? Oui, alors, je pense que c'était très important quand même. Je reviens vers la notion de préparation d'un match, du point de vue du journaliste. Comment toi tu retranscrivais ces informations? Est-ce que c'était important, pour être clair, cet aspect technique? Pour être clair, on n'a pas accès directement aux joueurs et au staff. C'est-à-dire qu'on ne peut pas leur parler. Mais tu penses que c'est important quand même de savoir, de communiquer peut-être sur la préparation. Les endroits où on peut aller à Clairefontaine nous permettent de les voir, c'est-à-dire de voir s'ils sortent, s'ils marchent, s'ils discutent. Et ça, après, c'est du travail journalistique, ça se raconte. On voit qui rentre et qui sort du centre de Clairefontaine. Alors, voilà. Les familles, les officiels, le président de la Fédé. Faut pas croire que pendant 12 heures, j'ai raconté, il y a eu des scoops toutes les demi-heures. Non, tu racontes. Et puis ce que tu fais à 8h du matin à France Inter, tu le fais à 8h30 à France Info. D'accord. Alors, donc si tu veux, moi là où ma question est plus centrée sur l'aspect technique. Est-ce que tu dis, tiens, là, les joueurs se sont préparés. Ils vont faire un petit footing matinal. Voilà, des choses comme ça. Après, mais c'est des trucs qu'on fait depuis. Enfin, nous, ça nous paraît simple, mais. Oui, mais là, les étudiants, si tu veux, ont besoin de savoir comment ça se passait déjà à l'époque, que c'est pas nouveau. Le patron du service de presse, tu vas lui demander, lui, il va te répondre à quelle heure il passe à table, qu'est-ce qu'il mange. Est-ce qu'ils boivent de l'eau, du jus d'orange? La collation est à quelle heure? La causerie est à quelle heure? Mais est-ce que tu penses que... Bon, il y a ça, ok. C'est ça que tu racontes. Hein. Tu racontes pas, ils vont jouer en 4-3-3 ou en 4-2-1. D'accord. Donc ça, pas trop c'est beaucoup plus sur l'avis du groupe que sur... En plus, avec Aimé Jacquet, on savait comment ils allaient jouer. Donc, Oui, non, mais je veux dire, est-ce que du point de vue journalistique... Il n'a pas changé les aspects techniques et de préparation de on est, à ce moment-là, sur ce 6h, 18h, on est plus sur le déroulement de la journée que sur le sportif. D'accord, ok. On n'est pas encore rentré. Le sportif, mes collègues vont avoir le temps à partir de 18-19 heures de rentrer dedans. Moi, je suis dans la journée, le déroulement de la journée. D'accord. Ce qui est peut-être intéressant pour comprendre comment se prépare un match à travers le déroulé de la journée. Sachant bien que moi, je sais bien que je ne vais pas commenter le match. Donc, D'accord. On continue. Donc, les championnats du monde sont terminés. Oui. Et donc, retour au bercail. Oui. Alors, dis-nous tout. Avant la Coupe du Monde, je suis allé voir mon rédacteur en chef à Caen et je lui avais dit, si j'ai la chance de faire la Coupe du Monde, après j'arrête. Il me dit, comment ça t'arrête? Je dis, j'arrête le sport. C'est fini. Pour moi, c'est fini. J'aurais fait les Jeux Olympiques, j'aurais fait la Coupe du Monde de foot, quelques étapes du Tour de France, des machins. Donc tu t'arrêtes comme Aimé Jacquet, quoi.
Non, parce que je peux pas savoir que les Français vont être champions du monde. Je lui dis avant. Ah oui, tu lui dis avant. Je lui dis, je sais pas, en avril-mai, je lui dis après la Coupe du Monde. Je pense que Aimé Jacquet, quoi qu'il advienne, il savait déjà avant ce qu'il allait faire. Non, moi je savais pas. Non, et puis on va voir par la suite, je savais pas. Et il me dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Je dis non, moi. Et la première chose que je lui dis, c'est, comment dirais-je, ma vie de famille en prend un coup quand même. C'est pas simple. Vous êtes partis tous les week-ends, les jours fériés, ça n'existe pas. Il faut une très très grande disponibilité. Vous travaillez tous les samedis soirs, tous les dimanches, parce que j'ai une émission dominicale de sport tous les dimanches. Enfin, c'est très prenant. Et à un moment donné, et puis je lui dis aussi, je me vois pas à 60 ans commenter un match de foot. Très intéressant. Alors là, ce que tu dis là, c'est une fois de plus un tournant de ta vie, aussi bien professionnel que personnel. Là, les étudiants, il faut que vous sentiez quelque chose. Vous êtes jeunes. Vous pouvez faire tout ce qu'a fait Michel jusqu'à ce moment-là, avec de l'investissement sur les week-ends, 5 entraînements semaine des fois pour les entraîneurs, etc., etc. Et puis arrive à un moment donné, on a, en vieillissant peut-être, on a d'autres. On doit faire des choix de vie. Vous voyez ? Et vous, il faut que vous vous posiez cette question que Michel vient de se poser, c'est quand vous êtes dans une fonction, est-ce que vous voyez dans cette fonction 20 ans, 10 ans, 5 ans, 40 ans plus tard? Et ça, c'est vraiment important. Parce que ça va peut-être vous guider dans le choix d'orientation. Et ça, c'est vrai dans tous les domaines. Moi, cette question-là, je me la suis posée à 24 ans après une expérience de commercial. Tu vois. Enfin, je ne sais pas si tout le monde se la pose, mais beaucoup se la posent. En tout cas, c'est une démarche, les étudiants, dans laquelle il faut vous inscrire. Comment vous voyez... N'importe quel métier, je vends des chaussures, est-ce que je vais rester vendeur de chaussures toute ma vie? Mais ça, c'est une question, je trouve que pour terminer les conférences ES, on l'a peut-être pas vraiment abordé avant. Et puis, moi, je connais des médecins qui ont été médecins jusqu'à 40-45 ans, et ils avaient fait des belles études, des longues études, et puis à 45 ans, ils disent, j'ai plus envie d'être médecin. Et donc, toi, à ce moment-là, tu as décidé une réorientation. Alors, en même temps, je veux rester journaliste. De toute façon, je sais rien faire d'autre. Si, prof. Mais c'est pas ma vocation. Donc, j'abandonne le sport. Totalement. Carrément. Et je précise que je n'y suis jamais retourné. Alors, jamais. Quel âge as-tu à ce moment-là? J'ai 40 ans. D'accord. Ah oui, donc c'est quand même assez vite dans ta carrière. Tout rond. D'accord. Donc, je suis à la moitié de ma carrière, en gros, je suis à la moitié de ma carrière professionnelle, il reste de la route encore. Et qu'est-ce que tu vas faire à la radio? Je sais pas. Donc, le fameux mot, je tâtonne. Je tâtonne. La prochaine. Ça va durer 3, ouais, je n'ai pas chiffré le truc, mais ça va au moins durer 3 ans, quoi. Donc, qu'est-ce que je fais? Je fais un peu de reportage, je fais aussi bien la manif agricole que la conférence de presse de la CGT, de la CFDT, je vais faire un fait divers, mais jamais, dans cette période-là, je ne retourne au sport. C'est-à-dire que mon collègue peut être en vacances, il peut être malade, il peut être... Tu fais un refus. Ils ont compris que je ne voulais pas y retourner. Et pour celui qui me succède, c'est bien aussi que moi, je n'y retourne pas. Oui, parce que, je le dis humblement, à cette époque-là, sur la place de Caen, je jouis, on va dire comme ça, d'une certaine réputation, d'une petite notoriété locale, etc. Donc, à tel point qu'il est arrivé 10 ans, 15 ans après que j'aille voir un match de foot au stade d'Ornano et que les gens me disent « Dis donc, je t'ai écouté samedi soir ». T'as pas été tendre, mais je dis samedi soir, ça m'étonnerait, ça fait 10 ans que j'ai pas commenté un match de foot. Et les gens étaient encore persuadés que j'avais commenté un match. Enfin bref. Ouais. Donc je fais une croix, je raille ça, je tâtonne, je continue. Alors là, c'est intéressant, parce que dans le domaine sportif, on a aussi ces phénomènes-là de ce que tu racontes. Tu lâches le sport pour aussi laisser la place à un autre qui puisse s'exprimer en conséquence.
c'est la même démarche dans la succession des entraîneurs. Et surtout, je n'interfère pas dans sa manière de commenter. Il a exactement. forcément des habitudes et là, différentes. c'est lorsque, par exemple, un coach adjoint devient coach principal, et parce que le coach principal s'en va, ou parce qu'il a il est indisponible sur un ou deux matchs. Et si on fait c'est ce qu'on appelle la fameuse succession aussi, l'évolution. Là, c'est très intéressant ce que tu racontes, parce que dans le milieu du sport, on est confronté à ce genre de problème. Il faut absolument être capable d'être passeur de sa fonction. Et si on me fait la réflexion, c'était mieux avant, je dis non, c'était pas mieux avant, c'était différent avant, mais c'était pas, on compare pas, et puis il y a de la confraternité. Donc plus de sport, découverte de la politique. Donc je tâtonne, etc. Et puis je découvre la politique. Ça peut là aussi surprendre, mais c'est des choix. Et moi j'aime la politique, je l'aime toujours d'ailleurs. Et je m'y intéresse. C'est de la compète, hein. Voilà, et je commence à faire des interviews d'hommes et de femmes politiques. Et puis, au sein de la radio, on crée un invité tous les matins à 8h15. C'est pas toujours des politiques, mais c'est souvent des politiques. Et je dis, moi, ça m'intéresse. Et on me dit, bah ok, Michel. Mais à une condition, c'est que tu présentes les journaux du matin en même temps. Donc là, je vais découvrir un autre rythme de vie qui a été le mien jusqu'au mois de novembre de cette année, enfin de l'année passée. Et donc, je vais présenter les journaux radio de matinale, faire l'interview de 8h15. Et quasiment en même temps, il y a toujours, enfin pas toujours, mais pratiquement chaque année en France, c'est un sport national, ça aussi. Il y a les soirées électorales, donc pour les élections municipales, législatives, etc. Et on va me confier la présentation de ces soirées électorales pour une raison très simple, toute simple. C'est que pour présenter une soirée électorale, c'est comme un match de foot. On ne connaît pas le résultat au départ, on ne connaît pas le comportement et les réactions des uns et des autres au départ. Donc ça nécessite du direct, de l'improvisation, que le cerveau fonctionne bien, retienne les chiffres, les résultats, qui a dit quoi en réponse à qui a dit quoi. Et il y a énormément de similitudes. Et je vais retrouver, après 3 ans de tâtonnement, l'adrénaline. C'est plus du sport, c'est souvent de la politique, c'est souvent du direct et c'est souvent de l'improvisation. Alors là, c'est drôlement intéressant. Ça veut dire que le support, c'est ton métier de journaliste, mais qui va te permettre d'aller dans différents domaines et de permettre également de cultiver ta carrière, ton chemin de vie. Eh bien, en tant qu'entraîneur, si je reprends par exemple la carrière de Nicolas Ménard, l'enseignant de tennis qu'on a invité, qui intervient sur Argentan et Falaise, il nous a bien dit que dans son métier aujourd'hui, lui c'est pareil, il est enseignant de tennis, mais attention, il a fait management du sport. Donc il a tout plein de compétences liées à la communication, liées à aller chercher des sponsors pour son club, etc., etc. Et on a aussi Romain Morin dans cet espace-là, qui, lui, a créé sa propre entreprise de fitness et qui utilise différentes compétences sur la base de son métier. Donc, toi, c'est le journalisme. Je fais les parallèles volontairement pour que les étudiants s'y retrouvent. Et donc, ça veut dire que d'un même support, il ne faut pas hésiter à aller chercher des compétences qu'on aurait pu cultiver dans sa carrière. Là, ta comparaison entre un match de foot en commentaire et une soirée électorale est assez symbolique de ce point de vue-là. C'est-à-dire qu'on a des compétences transversales et que l'on peut donc transférer d'une activité à une autre. Et ça, c'est très important de l'avoir en tête. Et vous prenez aujourd'hui, en 2020 ou 2021, des journalistes, hommes ou femmes, qui présentent des soirées électorales, qui sont devenus journalistes politiques. Il y en a énormément qui ont démarré comme journalistes sportifs. Comme quoi, c'est une bonne école. Parce que c'est l'école du direct. Voilà. Donc, découverte de la politique, et puis, une évolution technique, 3 petits points, et formation. Alors, dis-nous tout. Oui, il faut s'adapter. Il faut s'adapter. Moi, j'ai démarré à la machine à écrire. Donc là, on est plus sur le côté technique. À 2 doigts. Aujourd'hui, je tape avec tous mes doigts. Je tape très vite. Je tape plus vite que je n'écris. D'accord, plus vite que ton nom, ça va comme Lucky Luke. Non, mais tu me mets à écrire une lettre manuscrite, ça va prendre du temps, je vais même avoir mal au poignet, je crois. D'accord. Donc la machine à écrire, après on est passé à l'ordinateur, des premiers ordinateurs. Les magnétophones d'enregistrement, de reportage, c'était des magnétos à bande. Les bandes, les montages, on faisait ça au ciseau, les bandes dans la poubelle, etc.
sont arrivés les ordinateurs, sont arrivés les téléphones portables, les premiers. Alors moi, mon premier téléphone portable, c'est 92 à Albertville, ça s'appelait Radiocom 2000. C'était une valise qui faisait elle aussi une dizaine de kilos, décidément on n'était pas gâtés, hein. Et qu'on pouvait adapter, brancher aussi dans la voiture. On se déplaçait avec ça, hein, et on nous appelait, on avait le magnétophone, le machin, enfin bref. Et puis petit à petit, tout ça c'est modélisé, c'est réduit, donc parce que en reportage, eh bien, il fallait qu'on trouve une cabine téléphonique, ou qu'on aille piquer l'ordinateur chez un particulier pour appeler sa rédaction, envoyer un truc au téléphone. Aujourd'hui, ça vous paraît ridicule, il suffit de prendre ça, mais enfin, c'est bien. Et puis est arrivé le numérique, les magnétos sont devenus... On a abandonné le magnéto à bande, on est passé au magnéto numérique comme vos appareils photo avec des petites cartes son qui rentrent dans l'ordinateur. On a amené nos reportages de bande de notre bureau ou de la table de montage au studio. Aujourd'hui, avec l'ordinateur, ça file directement de l'ordi du bureau à la régie son. Ce qu'on jetait dans la poubelle et qu'on perdait, qu'on ne pouvait pas récupérer, le numérique, les montages, c'est toujours du virtuel, donc on peut toujours le récupérer et recommencer. Et moi, je suis absolument pas contre le progrès. J'ai pendant toutes ces années-là, ça m'a énormément facilité la tâche. Sauf qu'à chaque fois, pratiquement tous les ans ou tous les 2 ans, il fallait changer sa façon de travailler. C'était jamais la même. C'était, on peut dire les choses comme ça, plus vous vieillissez et plus c'est vrai, ça devient dur de recommencer, de réapprendre des techniques. Sans arrêt, ça évolue, mais on l'a fait. Avec des formations à minima, je pense au numérique et au montage numérique radiophonique, par exemple. On a dû avoir 1 heure de formation et après, c'est démerde-toi, on vous le dit d'ailleurs. Et puis, à l'usage, tu finiras bien par y arriver. Effectivement, à l'usage, on y est arrivé. Mais on n'a pas eu des heures et des heures de formation. D'accord. Alors, de là... Est arrivé, une réflexion. Je ne l'ai pas dit, dans le même temps, est arrivé Internet. Hein. Est arrivé Internet qui a chamboulé toutes les techniques. Qui a tout chamboulé. Heureusement que Internet est là avec nous aujourd'hui. Et pas forcément en bien pour ce qui est du journalisme. Ah bon, tu peux commenter un peu ça? Comme je vous le disais, nous, on vérifiait une source. Ça, c'est important ce que tu dis. Une information, on l'a vérifiée humainement. C'est-à-dire qu'on avait la personne en direct au téléphone ou on l'avait en visu, en direct devant soi. Moi, quand j'ai des jeunes journalistes en formation et que je lui dis « tu vas travailler sur tel sujet », ben il va taper le nom du sujet, du thème que je vais lui avoir donné dans la page Google ou sur Twitter avec ça. Mais Twitter, c'est tout, moi je le dis, sauf une source d'information. Alors, moi j'ai eu une anecdote comme ça à dire. C'est surtout pas une information. C'est lorsque j'ai fait ma présentation à la direction en termes de candidats. J'ai envoyé ma profession de foi à Ouest France et ils ont fait un article sur ma candidature sans m'interviewer et en me faisant parler. C'est assez étonnant hein, comme démarche. Alors, ce sont des supports, pour moi. Hein, c'est peut-être l'évolution du métier qui est comme ça. Ce sont des supports, ce sont des aides, c'est bien de les utiliser. Non, moi, je les remercie d'avoir fait un reportage quand même sur moi. Un article on en a besoin, c'est utile, mais la vérité ne se trouve pas là. Ah, alors elle se non, trouve dans la vérification. Le principe numéro 1 d'un journaliste, c'est de vérifier son info. D'accord. Une info qui est sur Twitter, jusqu'à preuve du contraire. Qui ait pu la publier, ça ne prouve rien. Sans compter qu'il y a des faux comptes, il y a des faux profils. Alors ça, c'est drôlement important ce que tu dis, parce que même lorsque vous êtes coach, entraîneur, il est toujours important d'aller vérifier l'information si c'est quelqu'un qui vous la transmet par quelqu'un d'autre. Donc ça, c'est pas bon. Il faut toujours aller à la source. Un joueur vous fait dire à un autre qui ne sera pas là dimanche, il ne faut pas vous arrêter là-dessus, il faut aller voir le joueur et lui demander pourquoi il n'est pas là dimanche. Je fais un parallèle dans l'idée de toujours vérifier l'information à la source. Ça, les étudiants, il faut que vous soyez très rigoureux là-dessus. Et vous verrez dans la campagne présidentielle qui va arriver très vite en France, comme dans toutes les élections, ça a été aux États-Unis, etc. De la même manière qu'on transforme des propos, des informations, etc. Vous avez peut-être entendu parler des profils vidéo numériques.
Aujourd'hui, vous pouvez faire parler quelqu'un avec son visage, en transformant les images numériques. Oui, je sais. Comment? Non, mais ça fait peur. Et c'est assez affolant parce que il y a des pays que je ne nommerai pas qui sont spécialistes là-dedans et qui interviennent dans les élections démocratiques d'autres pays. Et moi, je suis très inquiet sur le déroulement. Et ça, D'accord. Mais en même temps, journalistiquement, c'est intéressant. Donc c'est là où tu en arrives peut-être à ta conclusion. Est-ce qu'on peut tout dire sur le journalisme et la démocratie. Oui. Et là, on va arriver bientôt au terme. Hein. Le journalisme est un pan indispensable de la démocratie. J'en veux pour preuve. Moi, j'ai enseigné pendant 7 années au Niger et au Burkina Faso dans des écoles de journalisme francophones. C'est des pays tout à fait respectables d'une part, mais qui ont un grand besoin de démocratie. Et certaines écoles, et c'est très bien, pensent qu'il faut dans ces pays-là un journaliste ou un journalisme libre, indépendant, pour pouvoir faire progresser la démocratie. Et c'est important d'enseigner là-bas, de les aider, de leur donner les moyens techniques, humains, de se former. Et je trouve que dans notre pays, la France, on a, c'est vrai, et parfois à juste titre, une image un petit peu négative, voire très négative, du journalisme. Moi, quand j'ai dit à mes parents que je voulais faire ce métier-là, mon papa, et je peux vous le dire, m'a répondu de but en blanc, pas de ça chez moi. C'est pour vous dire l'image qu'avaient les journalistes. Il n'était pas fier d'avoir un fils qui voulait devenir journaliste, au contraire. Et c'est vrai qu'on n'a pas une bonne image, c'est dommage, peut-être que c'est quelquefois de notre faute, mais sachez que le journalisme est indispensable au fonctionnement de la démocratie. Si un jour, et je ne le souhaite pas, on a un gouvernement autoritaire en France, ça peut nous comment dirais-je, nous arriver d'ici peu. Les journalistes, d'une part, et les Français, d'autre part, comprendront ce que c'est qu'un régime autoritaire qui contrôle les médias. Bien sûr. Alors là, c'est drôlement important, hein, là où tu nous emmènes, c'est que tu es en train de nous montrer que dans son métier, quand on est dans notre propre métier, hein, c'est des choses qu'on a abordées avec les étudiants lors des autres conférences, c'est bien d'avoir une réflexion philosophique et conceptuelle par rapport à l'engagement dans son métier. C'est-à-dire avoir du recul et avoir un recul philosophique, hein, c'est très important pour pouvoir donner du sens à son action. Et puis, il faut savoir, alors il faut que le journaliste, à l'inverse, soit responsable et il faut savoir que dans ce qu'on peut montrer, dire ou écrire, nous, on peut faire mal. On peut faire très très mal. Bien sûr. On peut faire mal à une entreprise, on peut faire mal à une personne, on peut faire mal à une fédération, on peut faire mal mal il y a une éthique. Donc, on est aussi, nous, en responsabilité, on devrait être en responsabilité de prendre conscience que ce que l'on dit, écrit ou publie, c'est très très important et ça peut blesser, ça peut même aller plus loin que blesser. Il y a le parallèle est fait tout. Je peux dire que ça peut aller jusqu'à tuer. Je prends un seul exemple, c'est l'affaire d'Outreau, par exemple. Oui, bien sûr. Ça peut être terrible, hein, ça peut être dramatique. Mais là, le parallèle est très intéressant, hein, parce que effectivement, là, on va toucher à la façon dont vous intervenez en tant que coach, entraîneur, surtout avec des jeunes. Comment vous vous y prenez? On en a parlé, les étudiants hier, et puis lors du TD sur interaction sociale et dynamique collective, sur notre façon de nous placer par rapport à un groupe. Est-ce que je suis hyper autoritaire? En étant hyper autoritaire, vous pouvez dégoûter et démotiver des gens. Hein, donc je fais le parallèle un petit peu par rapport à ce que tu dis. Donc vous voyez, la posture philosophique et le conceptuel, alors pour vous c'est encore un petit peu peut-être difficile parce que vous n'avez pas trop d'expérience. Néanmoins, il est important de prendre ce recul pour savoir comment je vais emmener mon groupe et surtout je ne vais pas le frustrer. Voilà. Hein, et éviter les désagréments. Alors, on va terminer sur le journalisme sportif, mais pour toi, ce que c'est que le journalisme sportif, là on revient sur le sport, aujourd'hui pour toi. Si j'étais provocateur et en même temps réaliste... Et on va conclure là-dessus. Ouais, je pense qu'aujourd'hui, il n'y a plus de journalistes sportifs en France. Il y a des communicants. On communique, on fait très peu de reportages, très peu de portraits, très peu d'analyses, mais on commente, on parle. Mais on ne parle jamais de sport. Vous remarquez bien qu'on va
parler du salaire, on va parler de la blessure, du comportement, de la blessure. Mais je vais vous prendre une anecdote toute simple et toute fraîche. J'ai écouté hier soir Fabrice Vandeput, qui est le nouvel entraîneur du Stade Malherbe de Caen, qui remplace Pascal Duprat. Pascal Duprat ne parlait jamais de football, et refusait de parler football avec un journaliste sportif, puisqu'il estimait, c'est son point de vue, qu'un journaliste sportif n'était pas compétent pour parler de football avec lui. Il n'avait pas les compétences, donc il refusait d'en parler. Donc c'est pour ça qu'il faisait des envolées un peu à droite et à gauche. Fabrice Vandeput, donc, que j'ai écouté hier soir, a parlé football. Il a parlé de foot. Il a parlé d'entraînement, il a parlé d'efforts, il a parlé de course, il a parlé éventuellement de son système de jeu qu'il aimait. Il a parlé de foot. J'ai dit, bah, dis donc. Et là, je me suis dit, on va voir en combien de jours ou en combien de semaines ça va déteindre. C'est-à-dire ? Ben, moi, je crois que le mec est sincère. Je le crois pas. Je sais pas s'il est compétent, ça, j'en sais rien, mais je sais qu'il est sincère. Il paraît sincère, et que le système, c'est le système qui va l'emporter. C'est le système du fonctionnement des clubs, c'est le système du fonctionnement des médias, c'est le système Internet. Et tu penses que parler de foot, ça risque de lui nuire ? Oui, parce qu'on va lui dire à un moment ou à un autre. C'est terrible ce que tu dis. On va lui dire à un moment donné, t'aurais pas dû dire ça. T'aurais pas dû le dire comme ça. Notamment d'un point de vue technique ou de préparation. Ah oui, on est dans le secret complet. Vous aurez remarqué, je voulais terminer là-dessus. Bien sûr. Moi, je faisais des interviews, mais moi, comme mes confrères, j'étais pas le seul. Quand je faisais du sport, je faisais des interviews dans les vestiaires, sur le banc. Il m'est arrivé d'avoir Papin et Cantona à côté de moi dans les vestiaires du Stade Vélodrome à Marseille. Pendant ce temps-là, les copains tapent les crampons. Et le bruit en radio, c'est un bruit extraordinaire. Nous, on adorait ça, diffuser ça. Les copains chantent, vont à la douche, etc. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Quelle que soit la discipline, vous avez un grand panneau avec les sponsors derrière. Le gars ou la fille est assis à la table. Il y a les micros. Et tout le monde a la même interview. C'est pour ça, par exemple, qu'en presse écrite, vous avez du caractère gras dans les papiers, parce qu'on n'analyse pas du tout ce qu'il dit, on reproduit ce qu'il a dit, c'est pour ça que c'est de la com. Et le journaliste radio va reproduire le son sans le remettre en situation, en perspective, par rapport à une situation sportive, et ça va être pareil en télé. Et vous allez voir qu'à la télé, à la radio, sur Internet ou dans la presse écrite, vous allez avoir en fait les mêmes propos. Forcément, puisqu'il n'y a qu'une interview devant le panneau publicitaire. C'est de la com. Alors, j'ai une petite question là, et on va terminer là-dessus. Que penses-tu, par exemple, de la télévision qui fait de la radio ? Je reprends, par exemple, ce qui se passe sur l'Équipe, avec des matchs de foot qui sont retransmis sans voir les images, avec le journaliste qui s'excite là devant... excuse-moi, qui s'excite devant la caméra. Alors, moi, j'ai jamais réussi à suivre, autant que j'étais capable de suivre sur France Inter un Jacques Vendroux ou quoi que ce soit, autant comme là... c'est devenu, le match en entier commenté de cette manière-là. J'appelle ça ou du remplissage ou de la présence. C'est-à-dire que la télé est celui qui a les droits et forcément celui qui va avoir le plus... Mais en même temps... là, la télé n'a pas les images. En même temps, tu as un Paris Saint-Germain Barcelone en Ligue des Champions. Tu te dis, bon, les passionnés de foot, je parle, vont regarder, alors, je ne sais plus où c'est là maintenant, c'est sur RFM, BeIN, je ne sais plus, enfin bref. Bon, peu importe. Il va regarder le match à la télé. Moi, je suis l'équipe, je suis télévision de sport, je ne peux pas être absent de ça. Mais en même temps, je n'ai pas les images. Donc, pour être présent, je fais ça. Mais alors, il y en a qui s'appelaient parce que, alors il y en a peut-être aussi qui mettent les images avec le son des deux gars qui s'excitent, du gars et de la fille. C'est être présent, quoi. Bien sûr. Donc voilà. Bah écoute, Michel, on arrive au terme de cette webconférence, qui les étudiants n'ont pas été très prolixes pour une fois. Néanmoins, ce qui est important, c'est de montrer ton chemin de vie. Ça les a pas intéressés, alors. Ah, si, t'inquiète, j'aurai un compte-rendu et tu auras accès. Non, mais des fois, si tu veux, comme le thème aujourd'hui est peut-être un petit peu en dehors de leurs préoccupations au niveau de la préparation physique ou préparation sportive, ils ont peut-être été un peu surpris. Oui, puis néanmoins, c'est le passé. Non, mais c'est pas que ça. C'est que moi, je pense que c'est important, c'est qu'ils se rendent compte aussi des parallèles qu'on peut faire sur un chemin de vie d'un métier à un autre.
Tu vois. Et là-dessus, je te remercie d'être venu, d'avoir répondu à mon invitation, parce que, Avec plaisir. Du coup, ça montre que d'un secteur d'activité à un autre, avec le sport comme fil conducteur, eh bien, les chemins de vie sont les mêmes. Et c'est ça, pour terminer ces conférences ES, que je vous invite à faire, les étudiants, c'est à bien comprendre ce parallèle entre remise en question. Alors moi, j'ai gardé 3 grands mots pour toi, même 5 mots importants. Innovation à travers la notion de précurseur. Passion, parce que sans la passion, tu n'aurais pas fait le parcours que tu viens de nous expliquer. De la polyvalence, du sport à la politique, de la philosophie, de la responsabilité, et, tu nous l'as bien montré après la Coupe du Monde 98, de la remise en question. Et je trouve que ces mots-là résument bien aussi toutes les conférences qui ont été animées ici, grâce à toi, Michel, et de par ton intervention. Je ne savais pas que j'avais fait tout ça. Et ben voilà. Et c'est là, je pourrais te les remettre. Et ça sera ces mots que j'utiliserai en commentaire sur LinkedIn pour commander la photo de ta présence. En tout cas, merci à toi. Merci à vous. Chers étudiants, on se retrouve la semaine prochaine. Alors, Stanislas, qui nous dit, tu vois, pour nous rassurer, bien sûr, mais il est vrai que je ne connais pas grand-chose au journalisme sportif, donc j'ai été très à l'écoute. Donc, tu vois, on termine sur une très bonne note des étudiants qui nous disent qu'ils ont été quand même très à l'écoute de ce que tu nous as dit. Parfait. Voilà. Bien, eh bien, écoutez, donc je vous retrouve la semaine prochaine en visioconférence pour préparer votre évaluation terminale, chers étudiants. Et puis, encore merci, Michel, c'est symbolique, tu as terminé, tu as clôturé ces webconférences qui en comportaient 9 depuis le début du mois de janvier. Donc, merci beaucoup. C'est ce que je fais en ce moment, je termine tout, je suis en train de tout fermer. Bon, ben voilà. Merci beaucoup.